Super. Bon, ben, bonne soirée. Tout le monde est dans la salle. Bon, alors le titre est un peu long, hein, donc ça laisse s'entendre que ça va être super compliqué. Normalement, peut-être un peu. Donc n'hésitez pas à poser des questions, mais j'ai essayé de rendre ça quand même un petit peu simple. Ce qui est intéressant là-dedans, ce que vous allez voir, c'est OK, il y a plein de trucs techniques, mais au final, il y a des outils qui vont vous permettre de faire des choses vous-même pour adapter l'outillage, les plugins, tous ces trucs-là à votre sauce en fonction de vos besoins. Donc, je m'appelle Alexandre Morgaud, aujourd'hui je travaille pour WizTV. Auparavant, j'ai travaillé sur des outils JavaScript, comme par exemple du server-side JavaScript avec Wakanda, qui est sorti en même temps que Node.js. J'ai participé à CommonJS, j'étais représentant W3C aussi pour la boîte précédente. Et voilà, donc je suis un vieux de la vieille sur JavaScript. Donc des petites anecdotes comme ça, j'en ai quelques-unes. Ah, et aussi, petit détail, j'avais lancé Node.js quand je suis arrivé à Nantes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les compilateurs. Une petite anecdote sur BinAST. Qui parmi vous a entendu parler de BinAST? Ah ah, donc ça va être intéressant à voir. Un petit peu du contexte des éditeurs. AST dans le domaine de JavaScript. L'utiliser pour faire nos plugins. Et puis un super outil qui est AST Explorer. Il y a un petit point que je n'ai pas mentionné là, qui est aussi les Task Manager que j'ai rajouté à la dernière minute. Je suis joueur. Donc là, quelques petits outils qui travaillent un petit peu avec les AST pour vous donner une idée. Qui connaît Flow? Donc Flow qui permet de vérifier un petit peu comme les linters, mais ça va faire du type checking aussi. Et je trouve ça plus puissant que d'autres systèmes. Et je trouve ça assez intéressant. Et il fait un petit peu d'inférence, c'est-à-dire qu'il va aussi deviner à tel endroit, telle variable, elle doit être de tel type parce qu'à tel autre endroit, elle a été initialisée avec cette valeur-là. Voilà, sans forcément avoir de JSDoc associé. Donc ici, c'est un petit logo de Turn.js qu'on va voir tout à l'heure. Ace, qui connaît Ace? Donc un code éditeur, qui est celui qui était embarqué dans Cloud9 et auparavant dans ajax.org. Donc Babel, un petit transpiler. ESLint, je pense que tout le monde connaît. Qui reconnaît celui-là? Hein, c'est la petite séquence quiz. Istanbul. Hein, pour mesurer le coverage, vérifier que vous avez bien testé votre code, entre autres. ESDoc, bon, on connaît peut-être plus ce JSDoc, mais c'en est un aussi intéressant. Donc, d'où vient l'AST? On va faire une petite plongée dans les compilateurs. Ça va être bref. Donc, ça a l'air super simple comme ça. Hein, on a un programme à l'origine. Pour interpréter ce programme, comment est-ce qu'on va faire pour qu'il puisse s'exécuter? D'abord, on va faire une phase de tokenisation. C'est quoi ce gros mot? On appelle ça aussi des fois les lexeurs. Une fois qu'on a tokenisé, qu'on a un petit peu compris le vocabulaire, on va parser ce qu'on a tokenisé. Wow. On va faire un arbre. On se retrouve avec ce parse-tree. Et à partir de là, on va générer donc du code, on va interpréter immédiatement ou générer du code qui va être compilé pour être exécuté plus tard. Donc je mets en général les références hein, si vous voulez plus d'infos. À quoi ça ressemble la tokenisation? On a une expression. On va donner des couleurs, on va donner des types en fait à chacune des expressions. On va reconnaître différents. Qu'est-ce que c'est que let? Qu'est-ce que c'est que x? On va reconnaître des symboles, en général à partir de regex, de choses comme ça. Une fois qu'on a fait cette tokenisation, on va parser et générer un arbre. Ok, donc ça correspond à ça, qui va être combiné avec ça, et ainsi de suite. D'accord? Et donc tout notre code va être représenté par un arbre syntaxique. Et enfin, il y a d'autres étapes qui peuvent être le type checking et aussi d'autres étapes qui vont être l'optimisation. Vous avez écrit, je ne l'ai pas mis là, mais en gros, il va être capable d'optimiser en disant, ben, au final, on additionne par 5, quoi, on a compris, 2 plus 3, c'est 5. Donc les compilateurs vont être capables de deviner, en fonction de ce que vous avez mis dans votre code, certains patterns, on peut les simplifier. Ce que fait aussi, du coup, JavaScript avec ses just-in-time compilers, les JIT. Voilà. Donc, des exemples de tokens, on va retrouver des identifieurs, des mots-clés qui ont un sens vraiment spécifique, de la ponctuation, des séparators, des littéraux, des comments. Donc là, ça ressemble un peu plus à ce qu'on connaît en JavaScript. Donc la première phase, ça va vraiment être de parser votre code et de reconnaître à quoi on a affaire. Une fois qu'on a reconnu à quoi on avait affaire, on va être capable de faire notre arbre. Qu'est-ce que c'est que ce BinAST là? Je l'ai mis en plein milieu, c'est voulu. Ce BinAST, au final, qu'est-ce qu'il veut faire?
il veut donner au moteur JavaScript quelque chose qui a déjà été pré-parsé et pré-tokenisé. Du coup, le moteur JavaScript, quand on lui donne ça, il n'a plus besoin de le faire. Maintenant, un arbre syntaxique, c'est très très gros. Ça prend beaucoup de place. Donc pour lui envoyer, on va l'envoyer en binaire. Et on va se retrouver avec un arbre à parser qui va être beaucoup plus léger. Il va quand même être obligé de parser un arbre qu'on lui a donné, mais ça va être beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux du standard ECMAScript. Et c'est déjà en partie implémenté. Il y a des librairies qui font ça aussi. Donc ça arrive et ça va fortement encore accélérer nos moteurs JavaScript. En tout cas, l'initialisation. Donc on a une petite expression comme ça. Il a fait en fait en arbre syntaxique ces expressions. Et au final, ça va être converti par une petite valeur binaire, enfin en octets par des simples numéros. Voilà. Donc au final, ça sera très très léger. Si on va dans le contexte des éditeurs, on a vu les compilateurs, mais maintenant les éditeurs. Les éditeurs, ils ont besoin de comprendre votre code pour pouvoir vous aider. S'ils veulent faire du syntax highlighting, il faut qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est l'identifieur, qu'est-ce que c'est la ponctuation, qu'est-ce que c'est que toutes ces choses-là. Donc la tokenisation va aider en fait à reconnaître dans votre code les différents types de composants et leur donner la couleur associée. De la même manière, si on veut faire du collapse expand, il faut reconnaître qu'est-ce que c'est les littéraux qui vont correspondre avec l'ouverture, la fermeture et ainsi de suite. Alors on peut avoir des collapse expand un peu plus évolués avec un AST, mais déjà ça peut donner un premier début. Avec l'AST, on va être capable de faire du lint. Donc le lint, tout le monde sait ce que c'est le lint? Donc qui va permettre de vérifier qu'on n'a pas fait des choses qui n'étaient pas bien. Hein. Donc pour info, dans le monde de JavaScript, le premier à avoir fait un linter, c'était Douglas Crockford avec JSLint, avec une belle petite licence qui disait « Vous ne pouvez pas utiliser cet outil pour faire le mal ». Donc du coup, il y a des entreprises qui ont refusé de l'utiliser parce qu'ils ne savaient pas si leur logiciel allait être utilisé pour faire le mal ou pas. Donc ça a été un petit peu problématique. Et donc il y a des gens qui ont fait JSInt, qui est vachement inspiré de JSLint, quasiment compatible tout ça, mais avec une licence moins exclusive. Et aujourd'hui, le plus populaire, c'est ESLint, en grande partie grâce à son système de modules qu'on va voir tout à l'heure, de plugins. Fine usage. Donc en général, un éditeur va vous aider à retrouver, quand vous avez une fonction, où est-ce qu'elle est utilisée. Donc ça c'est pratique, mais pour ça, il va falloir reconnaître un identifieur au minimum. Et chercher partout dans tous les fichiers le même identifieur. Et en plus de ça, en fait dans l'AST, vous allez voir qu'on va plus loin. On va savoir que cet identifieur, il est utilisé, le tokenisateur ou le lexeur a dit que c'était un identifieur, mais l'AST va dire que son rôle, c'est un identifieur de méthode, un identifieur de fonction, ou de choses comme ça. Pour le code complétion, c'est typiquement, donc, on va commencer à taper quelque chose, point, on s'attend à avoir les méthodes de l'objet qu'on est en train d'appeler. Donc la code complétion va être là pour dire, tiens, sur cet objet-là, normalement, tu as accès à ces méthodes-là. Et des fois, il y a des éditeurs qui sont un peu bourrins, qui vont vous dire, bon, on va donner toutes les méthodes de tous les objets JavaScript, et il y en a qui vont reconnaître le type et qui vont, même pour vos propres objets, proposer les méthodes correspondantes. Donc reformat, typiquement, ça c'est un petit outil qu'on aime bien. On a écrit un truc un peu bourrin, on a des petits helpers qui vont nous remettre ça tout bien. Quelques-uns doivent connaître Prettier, par exemple. Et aussi, certains éditeurs permettent de mettre des breakpoints. Donc quand c'est par ligne, c'est facile. Mais quand on veut faire des breakpoints comme dans les DevTools de Chrome, qui permettent de le faire en plein milieu d'une expression, en plein milieu de la ligne, pour ça, on a besoin de comprendre l'AST qui est derrière. Ace, donc le fameux éditeur, si on fouille un petit peu dans son code, là je suis allé chercher un petit fichier, on retrouve ici Abstract Syntax Tree, c'est la structure par défaut qui est utilisée par Mozilla. Mozilla, en fait, ils ont publié une API qui permet de lancer le parseur manuellement si on a envie. Ah, intéressant. Et on retrouve ici la notion de lexeur qui va commencer par tokeniser avant d'appeler le parseur. Donc typiquement, voilà, on a un exemple d'éditeur qui fait exactement ces tâches-là. Tern.js, qui a entendu parler de Tern.js du coup? Ah, quand même. Donc c'est assez magique, c'est-à-dire que ça a été intégré complètement dans Brackets. Qui connaît Brackets? Allez hop, hein. On a quelques éditeurs en fait qui ont été faits en JavaScript. On retrouve Brackets par Adobe et on retrouve donc VS Code par Microsoft.
Mais on avait Ace et on en a d'autres. Atom, voilà, par GitHub. Donc, lui, il va vous permettre de proposer de l'autocomplétion dans un éditeur, et vous allez pouvoir générer votre propre moteur d'autocomplétion avec un framework, entre guillemets, d'autocomplétion. Et il permet aussi d'autres outils. Donc, c'est vraiment très puissant. Et on trouve des plugins pour Vim et pour d'autres choses. Donc, les AST, à quoi ça ressemble dans JavaScript? Ici, l'API proposée par SpiderMonkey. Donc, on a une petite réflexe parse. On lui donne quelques options. Et il va générer un arbre dont la syntaxe va ressembler un petit peu à ça. Dans l'arbre, on va trouver des nœuds, d'accord? Chaque nœud de l'arbre. Et pour ce nœud, chaque nœud va avoir un type, une position dans l'arbre, enfin plutôt la position dans le code, plutôt, source, location. Et en fonction du type de node, typiquement function étant node, hein, on retrouve un petit peu les héritages, on va avoir des propriétés supplémentaires. D'accord? Donc là, typiquement, on va avoir, c'est une fonction de type générateur, c'est une fonction expression ou pas, est-ce qu'elle a des restes identifieurs ou pas, des choses comme ça. Des parseurs, il y en a pas mal. D'accord? Des parseurs qui vous permettent de générer un AST depuis votre code source JavaScript, il y en a un certain nombre écrits en JavaScript. Et c'est très pratique. Quand vous voulez faire du tooling, vous avez le choix. Et il y a quand même des gens qui sont dépendants les uns des autres. Typiquement Esprit, donc il est utilisé par ESLint, il est utilisé par JSDoc et par d'autres outils assez intéressants. On a Babylon, en fait c'est Babel, ils ont fait leur propre parseur. Allez, on s'embête pas. Hein. Mais il faut dire qu'au départ, beaucoup ont fait leur propre parseur. JSLint avait fait son propre parseur, Uglify aussi, ainsi de suite. C'est au fur et à mesure, comme le besoin s'est fait de plus en plus sentir, il y en a qui ont fait des libs qui ont été réutilisés par d'autres. On a Acorn, et on voit que Acorn est utilisé par Esprit. Typiquement, d'accord? Esprima était un truc très intéressant, dans le sens qu'il fournissait un arbre dont le vocabulaire, entre guillemets, était le même que celui de SpiderMonkey. Alors que chaque parseur pouvait potentiellement générer un arbre avec son propre vocabulaire. Je veux dire, toi, ma classe expression, ma classe déclaration, mon truc... Ok, c'est quand même mieux si tout le monde parle la même langue, d'accord? Parce que si on prend des arbres, des AST qui ont été générés, on se retrouve avec un AST qu'on peut exporter en JSON, hein, évidemment, c'est des objets JavaScript. Mais s'ils sont chacun écrits avec leur propre vocabulaire, on ne va pas pouvoir se les passer les uns les autres. Donc, qu'est-ce que c'est que ce esprit? Ce esprit, en fait, il a été fait par la communauté ESLint, qui au début travaillait avec Esprima, d'accord? Parce qu'ils aimaient avoir effectivement cette syntaxe qui était proche de SpiderMonkey. Mais au bout d'un moment, Esprima n'a pas suivi les évolutions de JavaScript. Quand ES6 est sorti, il y avait des nouvelles syntaxes, et du coup, ils ne pouvaient plus se baser uniquement sur Esprima pour pouvoir faire leur linter. Donc, ils ont recodé ça par-dessus Acorn, qui a un avantage, c'est de pouvoir faire des extensions. D'accord? Donc, ils ont fait une extension Acorn qui permet d'utiliser, en fait, de générer un code à la Esprima et à la SpiderMonkey. D'accord? À côté de ça, du coup, en plus, l'avantage, c'est qu'ils peuvent faire autant de plugins qu'ils veulent. Alors, ils ont fait leur propre couche de plugins, mais ça a simplifié la tâche. Donc, c'est maintenu, évidemment, par le projet ESLint. Donc, une fois qu'on a récupéré notre ES-tree, on fait ES-tree.parse et on récupère un AST, un objet qui représente votre code. Donc, comme on disait, c'est mieux si on pouvait avoir un standard. Donc, il y a un standard qui s'est dessiné, une communauté qui s'est dit, on va faire ES-tree, le standard pour les AST JavaScript. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est un projet communautaire. Hein. Il y a un gros fichier MD qui décrit un petit peu toute la syntaxe pour ECMAScript 5. Et ensuite, à chaque fois, il y a juste les itérations, les nouvelles API qui ont été apportées par chacun. Donc, si on prend ES 2019, ils ont juste rajouté cette syntaxe-là, qui permet dans le catch de rajouter un type de catch. Voilà. Un petit exemple d'AST. Donc moi je me suis amusé à faire mon propre Babel Transform pour les classes parce que j'étais pas content de celui de Babel. Et du coup là, on va voir l'outil qui m'a permis de vous montrer ça. Mon code source, il est parsé, ça donne quelque chose comme ça. On retrouve un class body qui correspond à celui-là, qui a, si on regarde bien, un superclass identifieur, donc l'identifieur superclass qui correspond à abstract class qui est ici, et ainsi de suite. Donc tout, en fait, ce code-là, là je pourrais déployer, c'est très long.
Donc c'est très pratique à utiliser. Stocker dans un fichier, c'est lourd. Voilà. D'où l'intérêt du binaire. Donc utiliser l'AST dans les plugins. Je vais vous donner un petit exemple de plugin ESLint. J'ai essayé d'en prendre un qui était assez court. Hein. Et donc ça, c'est un petit plugin qui va vérifier que vous n'avez pas plus d'un certain nombre de paramètres dans une fonction. On part du principe que 3, c'est le maximum. Votre troisième, c'est un truc d'option ou de config. Et puis voilà, vous mettez tout le reste dans un objet de config. Donc évidemment, on peut le régler. Les règles ESLint, quand on crée des plugins, on peut définir des options pour les customiser en fonction de nos préférences. Ce que fait Airbnb, où ils ont toute une config comme ça. Donc si on regarde le code, ici, il y a une première partie qui permet de gérer les options. OK, très bien. La partie qui va plus nous intéresser, c'est validation du code. Cette validation du code, elle va vérifier en fait le nombre de paramètres. Donc sur le nœud, params, combien il y a de paramètres. J'ai un petit utilitaire ici, AST-utils, qui va permettre de récupérer un élément dans le source code. Et à la fin, je vais envoyer des paramètres pour le message si ça échoue. D'accord ? Et ici, on retrouve quelque chose de magique. Fonction déclaration, eurofonction déclaration, fonction expression. Donc en gros, cette règle-là de validation, elle doit s'appliquer sur ces types de nœuds-là, qu'on va retrouver dans l'AST. D'accord ? Donc en gros, les 3 types où on va trouver des fonctions. Pour moi, il manque les méthodes. Mais bon, après, c'est une autre histoire. Babel Transform Plugin. Donc ça, c'est le fameux plugin que je me suis amusé à faire. Je me suis dit, voilà, c'est bien gentil, mais chez Babel, quand ils font un plugin, ils essayent de respecter en fait, la spec ECMAScript à 100%, ce qui est très bien, parce que ça permet effectivement de se dire, ben, avant même que la spec soit supportée par les moteurs, on peut utiliser un truc qui va le faire respecter à 100%. Sauf que, il y a un truc à avoir en tête, c'est que ça va, les petits trucs qui lancent les exceptions, tout ça, ça va très bien quand c'est intégré dans le moteur, que c'est optimisé, ok, pourquoi pas. En revanche, si on a moyen de les checker avant avec des outils comme ESLint, c'est dommage de les rechecker au runtime, ça va ralentir. Ça va faire un code plus lourd, ça va ralentir le code avec des ifs et des trucs comme ça. Donc je préfère éviter de faire tous ces trucs-là, tous ces checks au runtime, de générer du code qui va vérifier tous ces trucs-là, si je peux les faire vérifier par mes linters. D'accord ? Et deuxième chose qui m'embêtait avec le plugin de Babel, c'est que pour que ça marche sur plein de navigateurs, il mettait des gros polyfills. Et quand il le met dans tous les fichiers, ça commence à énerver. Donc, en gros, on a presque intérêt à concaténer tous nos fichiers avant d'appeler Babel. Ce que je me suis dit, c'est qu'il y a quand même moyen de faire un code qui va générer, transformer mes classes ES6 en objets ES5 sans polyfill. J'ai juste besoin de polyfill, éventuellement, si je veux faire du ES3. Voilà, pourquoi pas. Je vais vous dire lesquelles méthodes qui étaient nécessaires. C'est Object Create et Object Assign qui permettent de créer un code qui est assez propre. Et on peut faire des polyfills vraiment minimalistes. Donc, à quoi ça ressemble? Dans les plugins Babel, en fait, on va créer un visitor. Dans ce visitor, en fait, on va mettre les types de nœuds qu'on va vouloir écouter. Donc moi, je veux écouter classe déclaration. Quand dans le code source, il y a un classe déclaration, ça m'intéresse. Pareil, je vais être impacté par super. Il faut que je puisse supporter quand il y a quelqu'un qui utilise super. Et lui, et ensuite, dans les meta-properties, on va rencontrer le new target. Parce que new tout seul, je ne vais pas trouver en fait un type de nœud associé. En revanche, new target, ça se retrouve dans les meta-properties. Enfin, on a les classes méthodes dont je parlais tout à l'heure. À partir de là, je vais générer en fait différents types de code. Donc ça, c'est les petites fonctions helper que je me suis fait. On voit en haut en fait qu'on a t qui est égal à babel type, qui est de la même manière qu'on avait AST-utils de tout à l'heure côté ESLint. Ici, on a les babel types qui nous donnent un moyen en fait ici, ça va me permettre de générer une fonction déclaration. Voilà, t.fonction déclaration, je vais générer une fonction déclaration, donc je n'ai pas besoin de générer du code en string. Non, non, j'ai des API qui vont générer exactement ce qu'il faut. Donc en gros, on transforme l'AST courant en un nouvel AST. On ne génère pas tout de suite le code. C'est très important parce que du coup, ce nouvel AST qu'on a créé, potentiellement, on peut le donner à quelqu'un d'autre qui va faire encore un autre traitement dessus. C'est là où je voulais en venir, c'est Task Manager, le petit bonus que je viens de rajouter tout à l'heure.
Donc des task managers, on en a parlé tout à l'heure dans le précédent talk, on va retrouver grunt, gulp, il y en a qui disent il n'y a pas besoin de tout ça, on fait des npm tasks et puis basta. Donc c'est pour ça que je me suis permis de faire cette fois-ci npm run. Et Webpack, en fait, qui est un ensemble de tasks qui ont été mises à bout pour faire nos fameux packages. Donc ici, quand je vais faire un npm run build, souvent, je vais avoir quand même une première phase de ligne pour vérifier qu'on n'a pas fait trop de bêtises. Hein. On va transpiler notre code super moderne JavaScript. On va concaténer tout ça pour faire un seul fichier et on va minifier. D'accord? Sauf que ici, j'aurais dû... Ah oui, ici, tout ça, ça a besoin d'un AST, analyser le code, pour le transformer. Et c'est dommage parce que, en général, ici, il va parser, il va générer son AST, il génère son code. Lui, il reparse, et ainsi de suite. Heureusement, certains de ces outils-là sont capables de supporter un AST existant. Donc typiquement, dans Babel, je peux lui donner un AST et travailler avec. D'accord? Donc ça permet de gagner quand même du temps dans notre toolchain. Et ici, j'ai mis une petite étoile, parce qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est bien gentil de transformer le code, mais dans le debugger, qui connaît SourceMap? Quelques-uns? Voilà. Dans le debugger, on se retrouve avec un code qui n'a rien à voir. Si c'est transpilé, déjà, c'est le caca. Si c'est minifié, c'est encore pire. Donc aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que même si on est sur une version build qu'on a livrée en production, on peut livrer cette version build en production sans le source map, mais lui donner un lien qui va le permettre de récupérer ce source map chez vous, typiquement. Du coup, vous ne livrez pas le source map, mais il est hébergé chez vous, et quand vous allez débugger quelque chose qui est en production, vous pouvez quand même voir le code original. Voilà. Ça a quand même un handicap, c'est que la relation, ce n'est pas 1 pour 1. C'est typiquement quand on transforme une classe ES6 en la même structure en ES5, ben, il n'y a pas le même nombre de lignes, les instructions, ce n'est pas exactement les mêmes, donc le mapping, il fait le mieux qu'il peut. D'accord ? Quelque chose d'intéressant quand on fait un plugin Babel, il fait automatiquement le source map pour vous. À partir du moment où vous ne générez pas, vous pouvez générer, attention, hein, en Babel, vous pouvez visiter un arbre et générer directement du code source. Mais ce n'est pas terrible parce qu'il aura du mal à faire le mapping. Tandis que si on utilise, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, les T Babel type, là, comme je génère un autre arbre AST, mais c'est OK, ces bouts-là, ils viennent de ces bouts-là, et ainsi de suite. Donc il va faire un source map intelligent sans que vous ayez besoin de le gérer en faisant votre plugin. Un outil génial, AST Explorer. Ça vous sauve. Si vous avez envie de jouer, vous pouvez le faire tout de suite. Vous allez là-dedans. Ici, j'ai mon petit code. C'est avec ça que j'ai travaillé en fait pour faire mon plugin Babel, hein, soyons clairs. Ici, ça vous montre le code qui est généré. L'arbre AST qui est récupéré depuis là. Donc moi, je peux naviguer là-dedans pour retrouver, OK, je dois mettre un petit hook. Non, pardon, là, c'est mon code et là, c'est le code généré. Donc là, je vois que j'ai un classe déclaration, donc il faut que j'écoute le classe déclaration et ainsi de suite. C'est beaucoup plus facile de faire mon visitor quand j'ai l'AST qui correspond à côté. Et dès que je me dis, allez, je veux supporter un petit peu plus de choses dans les classes, par exemple, là, je ne supporte pas les classes expressions. C'est quelque chose que j'ai fait délibérément aussi parce que je trouve que c'est assez sale. De la même manière qu'on peut faire des fonctions expressions, on peut générer des classes expressions. Donc on peut avoir des classes qui vont générer des classes. Ah, ça peut être très puissant, hein, on peut faire des choses géniales, hein, mais voilà, donc, dans un code maintenable, c'est un peu dangereux. De la même manière, il y en a un qui m'a fait un ticket, il faudrait que je le fasse. Je ne supporte pas si on fait un export classe directement parce que ce n'est pas défini comme une classe déclaration, c'est une export classe déclaration. Donc là, ce n'est pas très compliqué, il faut que je fasse un alias, et puis ça va aller. Voilà. Donc en gros, là, je vais m'amuser, je vais faire un export classe de la même manière, et puis je vais voir pour que ça marche bien, que ça génère bien un code qui va bien. Donc là, vous voyez ce que j'ai essayé de faire. Hein. Un petit object, ma petite fonction qui est mon constructeur, un object assign, un object create, voilà. Normalement, ce code-là est quand même suffisamment lisible pour quelqu'un qui voudrait travailler directement avec. Donc même sans source map, on comprend ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des questions? Ce que je peux faire, à la limite, c'est vous montrer rapidement l'AST Explorer, quand même, parce qu'il y a c'est quand même assez magique. Hop, 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 hop. Il faut juste que je retrouve ma souris. Voilà. AST Explorer, il est là. Le petit bébé. Ah oui, d'abord, il faut quitter ici. Tac.
Allez, il est où? AST Explorer. Voilà. Donc là, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Le truc qui est magique, c'est comme je vous avais dit, il y a plusieurs parseurs. Eh bien, lui... Ah, zoomer. Merci. Voilà. Donc, ce que permet cet AST Explorer, c'est de choisir quel est le parseur qu'on veut utiliser pour générer l'AST qui est à côté. D'accord? Donc, on va pouvoir spécifier, je veux Acorn, je veux Babylon, qui est le parseur de Babel, enfin maintenant qui s'appelle Babel Parseur. Voilà, j'ai une liste en fait de parseurs qui sont là, et puis on peut faire des pull requests pour leur en proposer d'autres. Et au niveau du transform, voilà, en fait, on a des trucs qui utilisent que des parseurs, mais après, il y a des moyens de transformer. Donc, pareil, on a des choses. Pourquoi est-ce qu'on a du transform au niveau de ESLint? Est-ce que quelqu'un a une idée? Parce que ESLint, il vous permet aussi, dans certains cas, de fixer les choses que vous ne trouvez pas bien. Voilà. Quand on fait nos plugins ESLint, on peut dire un truc, on détecte les problèmes, mais on peut aussi proposer un autofix qui va fixer le problème. Et pour ça, il faut transformer le code. Voilà, voilà. Moi, j'ai une petite question, du coup, sur... tu as dit qu'il y avait des parseurs, on pouvait leur donner déjà un AST. Ouais. Il n'y a que Babel qui fonctionne comme ça? Alors, donc on ne donne pas l'AST aux parseurs, on donne l'AST aux outils qui utilisent des parseurs. Alors, je sais que Babel le fait, parce que je l'ai utilisé, mais pour les autres, je ne sais pas. Je n'ai pas encore eu l'occasion de fouiller le sujet plus que ça. En fait, ça augmente aussi énormément, drastiquement les performances, du coup. Ben, voilà, en gros, pour ne rien vous cacher, donc à WizTV, j'ai travaillé dans l'équipe SDK. J'ai intégré chez eux l'intégration de Babel et de SourceMap, de choses comme ça. Et ce que j'avais vu, c'est bien gentil, mais quand on fait les builds ou les grunt builds, ils utilisent Grunt ou GruntServe, ça prend un peu de temps. Plus on peut raccourcir ce temps-là, et plus ça sera efficace pour le développeur quand il le relance. Et donc la piste que j'avais évoquée, c'était effectivement ça. Voilà. Donc on ne l'a pas encore fait, mais c'est effectivement quelque chose. Pour ça, il faut regarder quels composants, à la limite, ça peut être un impact sur les outils qu'on va utiliser. Ben, tiens, est-ce que je ne vais pas utiliser plutôt JSLint au lieu de ESLint parce que lui le permet, et ainsi de suite, quoi. Donc il faut regarder. Autre question? Qui a trouvé ça compliqué? Ça va? Non mais c'est normal, hein. Il y avait beaucoup de choses. Voilà. Qui a envie de jouer avec les AST? Ah? En tout cas, n'hésitez pas. Franchement, AST Explorer, je vais vous envoyer les slides. Hein. Prenez un petit bout de code, prenez par exemple le lien que je vous ai donné, changez, naviguez dedans, et on s'y fait assez rapidement. Voilà. Typiquement, un truc qu'on avait fait, c'était un petit transform aussi, qui enlevait les useStrict, parce qu'on avait un cas de contexte, typiquement quand on a voulu intégrer le support de import-export dans le JavaScript, le transformer fourni par Babel, il part du principe que la spec dit que tous les modules sont censés être en mode strict. Très bien, sauf que quand on prend un projet existant, qu'on veut juste utiliser import-export, tous les modules ne sont pas encore prêts à être en useStrict. Mais comme il a injecté le useStrict à chaque fois, nous on avait un petit transform qu'on rajoutait juste derrière. Et comme c'est des plugins Babel, ils sont optimisés pour ne pas retraverser l'arbre 50 fois. C'est-à-dire quand ils traversent l'arbre et qu'ils rencontrent quelque chose, ils regardent tous les plugins qui sont abonnés à cet événement et ils le donnent à tout le monde. Voilà. Et en fait, après, on peut spécifier d'être en post-parsing pour passer après les plugins précédents ou en pré-parsing et ainsi de suite. Donc c'est assez puissant. Voilà, voilà. J'ai terminé. Ouais. Une question. Quand on a des branches de librairies en JS avec un NPM install, ouais. Il y a des sous-modules qui utilisent potentiellement, il y a beaucoup de sous-dépendances. Ouais. Des fois, il y a des doublons. Ouais. Je crois qu'il y a des notions qui sont pour essayer d'identifier les mêmes dépendances. C'est par rapport à l'AST aussi? Non, là, ça passe par un système de dependency, qui est encore autre chose. Ouais. Et effectivement, les derniers NPM, si vous regardez par rapport aux précédents NPM, dans notre module, ça ne génère plus tout à fait la même chose. Dans notre module, maintenant, on retrouve les modules à plat et avec beaucoup moins de doublons. La seule difficulté, c'est que quand tu as la même librairie qui est utilisée en plusieurs versions, donc ils sont obligés de gérer des cas particuliers. Voilà, j'ai terminé. Si vous voulez boire, manger...